Le passé a une curieuse façon de ressurgir, souvent au moment où l'on s'y attend le moins, dans un lieu des plus ordinaires. Pour Jonathan Hay, cet instant a brisé une digue érigée 16 années durant, au cœur d'un après-midi banal. Ses doigts tremblants s'agrippèrent au bord du chariot, et sa voix, à peine plus qu'un murmure, perça le bourdonnement ambiant du centre commercial. Papa. Et en une fraction de seconde, tout ce qu'il avait si profondément enfoui remonta à la surface avec la violence d'un torrent. Jonathan Hay était de ces hommes que l'on remarque sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'était pas seulement le costume anthracite taillé sur mesure, ni la montre discrète dont la valeur dépassait celle de la plupart des voitures. C'était sa manière de se mouvoir, contrôlée, mesurée, comme si l'air même s'écartait sur son passage. Pourtant, sous la surface de ce calme de façade, méticuleusement entretenu, habitait un silence d'une densité presque palpable, capable d'absorber toute la lumière d'une pièce. Ce mercredi après-midi, ce silence fut rompu. Il choisissait des boutons de manchette, une habitude immuable après la conclusion de chaque nouveau contrat, lorsqu'une voix dans son dos fit basculer le monde sur son axe. Jonathan, ne ressemble-t-elle pas à Émilie ? C'était la voix de Margaret, sa fiancée, une voix habituellement légère et curieuse, mais qui portait cette fois un courant sous-jacent, plus grave. Belle, élégante, elle était en parfaite harmonie avec l'univers de richesse qui l'habitait. Elle se tenait juste derrière lui, le regard fixé sur une jeune femme à l'autre bout de la boutique. Jonathan se retourna. La vitrine des boutons de manchette s'embua légèrement sous son souffle. La jeune femme était au comptoir, payant un petit article. Ses cheveux sombres étaient ramenés en une tresse lâche, sa veste paraissait 2 tailles trop grande. La lumière crue des néons découpait son profil, le nez fin, la mâchoire dessinée. Mais ce fut son regard qui figea le sang dans ses veines. Ses yeux. Ils étaient du même bleu, clair et saisissant, qu'il contemplait chaque matin sur la photographie encadrée posée sur son bureau depuis 16 longues années. Les yeux d'Émilie. Le reste du magasin sembla s'estomper autour de lui. La jeune femme se tourna légèrement, remerciant la caissière. Elle glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, le même geste inconscient qu'Émilie faisait lorsqu'elle lisait. Les doigts de Jonathan se crispèrent contre le comptoir de verre. Son cœur battait à un rythme régulier, mais chaque pulsation semblait fissurer quelque chose au plus profond de lui. Jonathan. La voix de Margaret était plus prudente maintenant, comme si elle réalisait avoir pénétré en territoire dangereux. C'est troublant, n'est-ce pas ? Il déglutit difficilement. Ce n'est pas possible. Mais sa propre voix manquait de conviction. Dehors, l'air glacial de l'hiver le frappa comme une gifle. La jeune femme marchait devant eux, ses bottes raclant le trottoir. Les talons de Margaret claquaient à ses côtés, mais elle gardait le silence. Jonathan la suivit, sans même en avoir pris la décision consciente. Il maintenait une certaine distance, observant la façon dont les épaules de la jeune femme se voûtaient pour se protéger du froid. Elle s'arrêta à un arrêt de bus, fouillant dans son sac. Quand le bus arriva dans un sifflement de frein pneumatique, elle monta à bord sans un regard en arrière. Les portes se refermèrent, et la main de Jonathan esquissa un mouvement vers elle avant qu'il ne la force à retomber le long de son corps. Margaret lui toucha le bras. Ce pourrait être une simple coïncidence. Il la regarda vraiment. Et si ce n'en est pas une ? Cette nuit-là, Jonathan resta assis dans son bureau bien après que la maison se fût tue. La photographie d'Émilie, 7 ans, un sourire édenté, les cheveux emmêlés de soleil, trônait sur le bureau. Il suivit du doigt les bords du cadre, son pouce s'attardant sur la petite fissure dans le verre. Il se souvenait du jour de sa disparition avec une clarté qui brûlait encore. Un instant, elle était dans le jardin, poursuivant un papillon. L'instant d'après, il ne restait que le murmure du vent dans la haie. Les battues, les rapports de police, les pistes qui s'évaporaient comme la brume matinale, et puis, finalement, le silence. Aujourd'hui, après toutes ces années, le visage d'une inconnue venait de rouvrir la plaie qu'il s'était battu pour cautériser. Le lendemain matin, Jonathan était en ville plus tôt que d'habitude. Il demanda à son chauffeur de faire des tours près du même trajet de bus. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne l'aperçoive. La même tresse, la même veste trop grande, des écouteurs dans les oreilles alors qu'elle se dirigeait vers un petit café. Il entra juste au moment où elle payait. De près, elle paraissait plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, au début de la vingtaine peut-être. Ses yeux se posèrent brièvement sur lui, un regard poli mais méfiant, avant qu'elle ne se tourne pour partir. Jonathan se retrouva à la suivre dehors. « Excusez-moi, dit-il. » Elle s'arrêta, sur la défensive. « Oui ? Je pense que je connais peut-être quelqu'un de votre famille. » Elle fronça les sourcils. « Ça m'étonnerait. » Il sortit son portefeuille,
en tira une carte de visite. Si jamais vous souhaitez en parler, appelez-moi. Elle prit la carte comme si c'était un objet étranger, la regarda, puis la glissa dans sa poche sans un mot. Alors qu'elle s'éloignait, Jonathan sentit le poids mêlé de l'espoir et de l'effroi s'installer dans sa poitrine. Ce soir-là, Margaret l'affronta dans la cuisine. « Jonathan, qu'est-ce que tu fais ? » « Ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondit-il. « Et si tu te trompes ?» Il croisa son regard. « Alors je le saurai, et ce sera la fin de l'histoire. » Mais au fond de lui, il savait que ce ne serait pas si simple. 2 jours plus tard, le téléphone sonna dans le bureau de Jonathan. « Monsieur Hay ?» La voix était douce, hésitante. « Oui. C'est la jeune femme que vous avez rencontrée au café. » Jonathan se redressa. « Merci d'avoir appelé. » Un silence. « Vous avez dit que vous connaissiez peut-être quelqu'un de ma famille. » En effet. Pouvons-nous nous voir, dans un lieu public ? Il accepta instantanément, lui donnant le nom d'un café dans un quartier plus tranquille de la ville. Elle était arrivée avant lui, assise à une table dans un coin avec une tasse de thé qu'elle ne semblait pas boire. Jonathan se glissa sur la banquette en face d'elle, étudiant l'expression réservée de son regard. « Je m'appelle Lila, » dit-elle d'une voix neutre. « Jonathan. »« Je sais qui vous êtes, » dit-elle en haussant un sourcil. « Les gens parlent. » Il laissa passer le commentaire. « Lila, puis-je vous demander d'où vous venez ?» Elle haussa légèrement les épaules. « D'un peu partout. J'ai grandi en foyer. Quelques placements, aucun qui ne vaille la peine d'être mentionné. » Ses doigts se resserrèrent sur sa tasse de café. « Et vos parents ? Je ne les connais pas. Jamais rencontrés. Et ça ne m'intéresse pas. » Il y avait dans sa voix une fragilité cassante qui trahissait qu'elle s'en souciait bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Jonathan sortit de sa veste la photographie d'Émilie. « Lila, voici ma fille. » Son regard glissa sur la photo, puis s'en détourna aussitôt. « Elle est jolie. Elle a disparu il y a 16 ans. Vous lui. » Sa gorge se noua. « Vous lui ressemblez trait pour trait. » Lila se pencha en arrière, croisant les bras. « Et alors ? Les gens ont des sosies. Je ne dis pas que vous êtes elle. Mais j'aimerais en avoir le cœur net. Un test ADN ? Non. » Le refus fut immédiat. « Pourquoi ? » demanda-t-il doucement. « Parce que, dit-elle en repoussant sa chaise, les gens comme vous ne cherchent que des réponses pour eux-mêmes. J'ai déjà servi de point d'interrogation à quelqu'un. Ce n'est pas agréable. » Elle partit sans finir son thé, mais elle n'avait pas déchiré sa carte. Jonathan la regarda s'éloigner, un nœud se serrant dans sa poitrine. La semaine suivante, le destin, ou quelque chose qui y ressemblait, intervint. La voiture de Jonathan était bloquée derrière un accident en centre-ville. Alors que le chauffeur manœuvrait pour se dégager, Jonathan aperçut Lila, debout sur le trottoir, sous la pluie. Sans parapluie, trempée jusqu'aux os. Il baissa la vitre. « Montez. » Elle hésita, puis se glissa dans la voiture, dégoulinant sur les sièges en cuir. « Où alliez-vous » demanda-t-il. « Nulle part qui ne puisse attendre, » dit-elle en se frottant les bras pour se réchauffer. « Vous pouvez vous sécher à mon bureau. » Ce n'était pas une suggestion. Le bureau était chaleureux, lambrissé de bois sombre, avec une légère odeur de café. Il lui tendit une serviette et une couverture sortie d'un placard. Elle les accepta sans un mot, ses yeux parcourant la pièce, s'attardant brièvement sur la photo encadrée d'Émilie sur le bureau. « Vous la gardez près de vous » murmura-t-elle. « Toujours » répondit-il. Elle ne le regardait pas lorsqu'elle dit « Ça a dû être difficile. » De la perdre. Jonathan déglutit. « Plus difficile que tout ce que j'ai jamais fait. » Pendant un instant, quelque chose dans son expression s'adoucit, le masque méfiant glissa. Mais elle se resserra dans la couverture et détourna le regard. Dans les jours qui suivirent, leurs chemins se croisèrent à nouveau, parfois par hasard, parfois parce que Jonathan l'avait arrangé discrètement. Lentement, son sarcasme devint moins acéré. Elle posa des questions sur son travail, ses voyages. Il apprit qu'elle travaillait à temps partiel dans une librairie et suivait des cours du soir en histoire de l'art. Pourtant, dès qu'il abordait le sujet du passé, elle se refermait. Un soir, Margaret l'affronta de nouveau, cette fois avec une colère palpable. « Jonathan, cela devient une obsession. J'ai besoin de savoir, » dit-il simplement. « Et moi ? Et notre vie ? Tu fais entrer une étrangère dans notre monde. » Elle n'est pas une étrangère. Margaret le dévisagea, et dans son silence, il y avait une sorte de réponse qu'aucun d'eux ne voulait affronter. Cela arriva un jeudi soir, sans prévenir. Jonathan était chez lui quand son téléphone sonna. Le numéro était inconnu.
Monsieur Hay? C'était Lila, la voix tremblante. J'ai besoin d'aide. Où es-tu? Elle lui donna une adresse en périphérie de la ville. Il y fut en 20 minutes. Le quartier était mal famé, éclairé par des lampadaires vacillants sur un bitume fissuré. Lila était assise sur le trottoir devant un immeuble délabré, serrant contre elle un sac de sport usé. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Que s'est-il passé? Demanda Jonathan en s'accroupissant à côté d'elle. Ma colocataire. Elle a des problèmes. Un type à qui elle devait de l'argent est passé. Je lui ai dit de la laisser tranquille, et il. Elle s'interrompit, secouant la tête. Je ne retournerai pas là-dedans. Alors tu n'y retourneras pas, dit Jonathan en se relevant. Viens. Elle ne discuta pas. Chez lui, elle s'installa dans la chambre d'amis. La première nuit, il l'entendit faire les 100 pas bien après minuit. La troisième nuit, elle apparut dans l'embrasure de son bureau. Je me suis renseignée sur elle, dit-elle soudain. Votre fille, Émilie. Jonathan posa son stylo. Elle a disparu en 2009. Vous ne l'avez jamais retrouvée. C'est exact. La voix de Lila était basse. Quand j'étais petite, une de mes mères d'accueil m'a dit un jour que je n'étais pas vraiment la sienne. Elle a dit qu'on m'avait trouvée errant près d'une gare routière quand j'avais 4 ans. Je n'y ai jamais beaucoup réfléchi. Le cœur de Jonathan martelait sa poitrine. Lila, je ne dis pas que ça signifie quoi que ce soit. Je dis juste que... Peut-être que je ne veux plus me poser de questions. Le test ADN prit 1 semaine. Chaque jour fut un exercice de retenue. Jonathan essayait de ne pas espérer, mais l'espoir s'infiltrait malgré tout, sans y être invité. Lila gardait ses distances, bien qu'elle partageât de petits fragments de sa vie. Comment elle aimait le café noir mais détestait le thé. Comment elle dessinait dans les marges de ses cahiers. Comment elle ne fêtait jamais ses anniversaires. Margaret, sentant le changement, passait de plus en plus de temps à l'extérieur. Jonathan le remarqua, mais ne chercha pas à la retenir. Les résultats arrivèrent un mardi pluvieux. Jonathan était assis à son bureau, l'enveloppe posée devant lui. Lila était en face, les mains crispées sur ses genoux. Il l'ouvrit lentement, lut une première fois, puis une seconde. Un souffle lui échappa, comme s'il avait été prisonnier de ses poumons depuis 16 ans. « C'est toi » murmura-t-il. « Lila, tu es Émilie. » Elle ne parla pas tout de suite. Ses yeux s'emplirent de larmes, puis elle secoua la tête. « Je ne sais pas comment être elle. »« Tu n'as pas à l'être, » dit Jonathan, la voix brisée. « Sois simplement toi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Mais les retrouvailles n'effacèrent pas les années de séparation. Il y eut des silences gênés, des tentatives maladroites de connexion. Certains soirs, elle disparaissait pendant des heures, revenant les yeux rougis. Jonathan apprit à ne pas la brusquer. Puis vint le point de rupture. Margaret arriva un soir à l'improviste pour récupérer ses dernières affaires. Elle vit Lila dans la cuisine, portant un vieux pull de Jonathan, pieds nus, riant de quelque chose sur son téléphone. Plus tard, Margaret accula Jonathan dans le couloir. « C'est donc ça que tu as choisi » lança-t-elle. Une fille de substitution pour combler le vide. La mâchoire de Jonathan se contracta. « Elle n'est pas une substitution. Elle est ma fille. » La voix de Margaret dégoulinait de blessures. « Et moi, dans tout ça ?» Il plongea son regard dans le sien. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te fera te sentir aussi complète qu'elle me fait me sentir. » Elle partit sans un mot de plus. Dans les semaines qui suivirent, Lila se replia sur elle-même. « Je ne veux pas gâcher ta vie » lui dit-elle un soir, le regard assombri. « Tu ne gâches rien du tout » répondit-il. « Mais... » Elle secoua la tête. « Tu as tant perdu à cause de moi. Je ne sais pas comment me rattraper. Tu n'as pas à te rattraper. Laisse-moi simplement être là, maintenant. » Un soir, Jonathan rentra et trouva un mot sur le comptoir de la cuisine. « Besoin de m'aérer la tête. Je reviens vite. » Les heures passèrent. La pluie se mit à tomber. À minuit, il parcourait les rues en voiture, à sa recherche. Il la trouva à l'ancienne gare routière, assise sur un banc, le regard perdu dans l'obscurité. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « C'est ici qu'on m'a trouvé, » dit-elle. « Je pensais que si je restais assise ici assez longtemps, je me souviendrais de quelque chose. Mais tout ce dont je me souviens, c'est de m'être sentie seule. Tu n'es plus seule maintenant, » dit-il. Sa main trouva la sienne, un contact hésitant, mais bien réel. À partir de ce moment, la distance entre eux commença à se combler. Lentement, ils bâtirent des routines. Le petit déjeuner ensemble le dimanche,
de longues discussions tard le soir autour d'une tasse de thé. Il apprit à le préparer comme elle l'aimait, même si elle prétendait le détester. Il assista à l'une de ses expositions d'art à l'université locale, et elle vint à l'un de ses dîners d'affaires, se présentant simplement comme la fille de Jonathan. Le passé serait toujours là, une ombre persistante, mais il ne les définissait plus entièrement. Le jour anniversaire de sa disparition, ils visitèrent le vieux jardin où on l'avait vu pour la dernière fois. Lila se tenait au milieu des envahissantes, un léger sourire aux lèvres. « C'est étrange, dit-elle. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai l'impression que ma place est ici. » Jonathan passa un bras autour de ses épaules. « Ta place est avec moi. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant le soleil s'enfoncer derrière la ligne des arbres, Lila posa sa tête sur son épaule. « Tu sais, murmura-t-elle, la première fois que je t'ai rencontré, j'ai cru que tu n'étais qu'un type riche en quête d'une bonne histoire. Et maintenant ? Demanda-t-il. Maintenant, je sais que tu n'étais qu'un père qui cherchait sa fille. La gorge de Jonathan se serra. Et je l'ai trouvé. Peut-on jamais vraiment reconstruire ce qui a été brisé par le temps et la distance ? Ou les fragments du passé, une fois rassemblés, créent-ils inévitablement une réalité entièrement nouvelle, à la fois familière et irrévocablement transformée ?